Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, nous partons à la vallée de Joux, exactement au Brassus. Et la raison, vous allez la découvrir dans quelques instants. Bonjour Monsieur Vanhoove, en tout cas merci beaucoup d'avance pour cette visite qu'on va faire. Moi je suis impatiente de découvrir ce monde que je ne connais pas forcément. Je joue un petit peu du piano, mais c'est sûr qu'entre le piano classique et le clavecin, il y a tout un monde. C'est ça. Donc voilà, racontez-nous, présentez-vous. Bah écoutez, je suis ici maintenant depuis 5 ans, j'avais un atelier avant à Aigle, là je suis monté là parce que j'aime beaucoup la région, c'est une région sauvage. Il y a beaucoup de promenades à faire, il y a un petit peu de sport, moi j'aime beaucoup, c'est pour ça que je me suis installé ici. J'ai eu un maître il y a une trentaine d'années, un maître américain qui s'appelle Bruce Allen Kennedy. J'ai appris mon métier chez lui, la construction des clavecins, donc c'est de la copie strictement historique. Donc on va au musée. Le client, on discute avec le client au préalable et puis le client vient avec une idée, par exemple de commander un instrument particulier qui se trouve dans un musée, soit en Allemagne, soit en Belgique, soit en France, et on va voir un instrument historique avec le client pour le jouer, pour l'essayer, pour s'imprégner du son aussi, du son historique. Et ensuite vous faites la réplique. Voilà, on fait la réplique. Excellent. Mais pas complètement, parce que des fois dans les historiques, rarement, mais ça arrive, il y a aussi un petit peu des erreurs. Donc on ne va pas recopier les erreurs qui ont été faites dans 300 ans à peu près. D'où vient cet intérêt pour les clavecins? Parce que là, on n'est pas tout à fait dans le monde moderne de technologie. Hein. Non, pas du tout. On va dans le contresens. C'est exactement ça. Enfant, j'écoutais beaucoup les bruits du vent, des rivières. C'est quelque chose qui a toujours été quelque chose pour moi, de la magie, parce que je faisais en fait le jeu initiatique du son par la découpe du son d'une rivière. Je savais qu'il y avait plusieurs sons qu'on pouvait mélanger et que c'était pas simplement une douce voix, mais c'était souvent des harmoniques ou des choses comme ça que j'avais récupérées dans l'idée de décomposer les sons. Et de là est venue en fait de construire des instruments. Quand j'avais 7-8 ans, je voulais faire des violons, j'ai fait des stages chez certains luthiers, et puis pour finir, j'ai fait des clavecins. Excellent, donc vous jouez du clavecin? Je joue, mais sans prétention, j'ai pas le temps. Ça prend énormément de temps. Oui, il faut savoir jouer, faire des gammes, ce genre de choses. Oui, ça, on est obligé pour l'oreille déjà, pour développer l'oreille, et puis pour apprendre les techniques aussi, c'est très important. Un spécialiste vient, un musicien vient, on doit comprendre son doigté, on doit comprendre... Parce qu'en fait, sur chaque clavecin, ils sont tous différents. Il y a à peu près 1700 modèles différents dans les musées, dans le monde entier. Donc chaque clavecin a un toucher particulier. On n'est pas du tout dans des systèmes internationaux où les pianos, c'est toujours à peu près le même poids. Les clavecins, non, c'est pas comme ça. C'était vraiment une idée libre. Chaque cité était libre. À l'époque, par exemple en Italie, beaucoup de cités ont été libres. Donc chacun amenait un petit peu ses idées avec ses interprétations de la vie, quoi, tout simplement. Excellent. J'étais persuadée, tout bêtement, en fait, que les clavecins, ça n'existe que dans les musées, mais en fait, la vie continue un petit peu, ça suscite un certain intérêt. Alors, qui sont ces personnes Alors, ça a été abandonné déjà depuis la Révolution française. C'était quand même des instruments de la royauté, c'était des instruments des nobles. Ça coûtait extrêmement cher de construire des instruments à ces époques-là. Ensuite, il y a eu 2 siècles de silence. C'est les Américains qui ont relancé l'idée du clavecin. Il y a eu Frank Hubbard, qui est un chercheur qui a écrit un magnifique livre sur 3 siècles d'histoire du clavecin. Et puis, grâce à lui, il a redonné en fait vie et l'intérêt à reconstruire des instruments comme les clavecins.
Donc les clients qui viennent vous voir, ce sont des musiciens qui pratiquent, qui jouent. Donc qui jouent dans quel type de répertoire, enfin oui. Tous les répertoires du 16e, 17e, 18e. Donc ça reste vraiment musique. C'est de la musique classique. assez spécialisée. Oui, d'accord. Baroque, pas classique, excellent. Baroque, le style baroque. Voilà. Alors on va plonger justement dans la fabrication. Comment on fait le clavecin? Avec quel type de bois, les cordes, enfin les dorures peut-être? Voilà. Donc il y a des écoles principales comme l'école italienne, l'école française, l'école flamande, l'école allemande, l'école anglaise. L'école espagnole et portugaise ressemble à l'école italienne. Donc pour ce modèle-là, qui est une copie historique qui se trouve au musée d'Unterlinden à Colmar, il s'agit de Johannes Rückers, la dynastie Rückers, qui sont les plus beaux instruments qui existent au niveau historique. Le bois qu'on utilise, c'est souvent le tilleul pour la caisse. Donc tilleul, c'est pour cette partie-là voilà, en fait. La joue ici. Là, il y a une particularité, c'est que l'éclisse, la courbe, est faite avec du noyer. Pourquoi? Parce que c'est plus sonore à mon goût. Et puis la table d'harmonie, souvent, donc toute la surface ici, qu'on appelle la table d'harmonie, est faite en épicéa. C'est un genre d'épicéa qu'on appelle l'épicéa excelsa. Donc le bois, quelle est la provenance? C'est suisse ou ça peut venir aussi d'autres pays? Alors beaucoup la France. Bon, pour les tables d'harmonie c'est en Suisse ou au Tyrol, mais moi je choisis mes bois ici en Suisse. Autrement on a des bois aussi un peu exotiques comme l'ébène qu'on trouve au Gabon. Donc c'est des bois qu'on trouve dans des marchands de bois qui se trouvent à Genève. Donc je vais acheter mon ébène là-bas à Genève. Donc en fait, la même pièce va être faite avec différents types de bois. Oui. Et ceci va forcément avoir un impact sur la sonorité. Oui, beaucoup. Ça dépend des masses, ça dépend de la richesse au niveau des fibres du bois. Et puis aussi la stabilité du bois. On utilise beaucoup des bois stables parce qu'il y a des bois qui sont très nerveux qu'on ne peut pas utiliser pour la lutherie. Je dis ça schématiquement, grosso modo. Il y a beaucoup de choses bien plus pointues que ça au niveau de la connaissance des bois, de la technologie des bois. Il y a aussi la question de la sonorité. Qu'est-ce qu'on cherche comme sonorité? Si on cherche un ton chaud ou bien si on veut plutôt des tons froids. Donc on choisit les essences de bois qui sont configurées par rapport à ce qu'on fait comme recherche sur le son, quoi. Parmi vos clients, c'est surtout les professionnels ou les personnes qui disent voilà, j'aimerais avoir un petit clavecin à la maison, recréer une ambiance baroque. C'est 85% de professionnels, puis autrement, effectivement, il y a des gens qui aimeraient simplement jouer parce qu'ils sont passionnés par ils aiment cette musique. Donc quelque part, d'écouter ces instruments encore aujourd'hui, qui ont 300 ans d'histoire, c'est un marqueur en fait, d'un caractère du peuple, qui a des caractères différents dans différentes régions. Oui. Donc ça, elles sont très typées pour ça, ces instruments. Ce que vous avez devant vous, c'est cet instrument flamand, mais il n'est pas terminé, il est de loin pas terminé, donc il n'est pas jouable malheureusement. Donc il y a des différentes pièces qui sont primordiales. D'abord la première des pièces, qui est la plus importante, c'est la table d'harmonie, c'est l'âme de l'instrument. C'est ce qui donne le caractère en fait, du son et puis de ce qu'on veut comme intonation, des couleurs et puis le mélange des cues. Donc là on a une pièce maîtresse aussi. Ce rectangle ici qui reçoit toutes les chevilles, on appelle le sommier. C'est une pièce très importante parce qu'elle va supporter toute la compression et la tension de l'instrument. Il y a à peu près 1 tonne 300 de tension sur cet instrument, donc il faut une pièce très très solide. On la voit pas, mais dessous c'est du chêne massif.
Donc déjà entre tilleul, entre le noyer et puis le chêne, nous avons 3 types de bois. Oui, il y a l'ébène, on utilise aussi les érables, il y a beaucoup de bois différents. On trouve aussi du peuplier, on trouve du chêne, on trouve ce genre de choses, des instruments comme celui. Tout à fait. Et puis l'accordage, en fait, c'est vous qui le faites également? Oui, alors il existe plusieurs accordages différents, hein, parce que ça traverse 3 siècles d'histoire aussi, avec des façons de pratiquer la musique qui sont différentes, des intonations qui sont différentes. Donc on peut trouver un nombre infini d'accordages, si vous voulez. Alors devant vous, vous avez un instrument italien. Ici, justement, on a parlé des bois. Là, c'est un bois de cyprès. Donc c'est aussi un symbole d'éternité. Le cyprès, on les plante souvent dans les cimetières parce que c'est une relation à l'éternité. C'est un bois qui est très parfumé. C'est un bois qui est très difficile à travailler parce qu'il casse comme du cristal. Donc ça demande un soin particulier pour travailler ce bois. Donc là c'est une copie, une interprétation d'une copie d'un instrument italien de Silvana qui se trouve à Rome en 1617. Et puis on a dû changer certains paramètres de l'instrument parce qu'il n'était pas très jouable. Et, dans l'état où on l'avait trouvé à l'époque, il restait plus que 2 notes. Celle-ci et puis celle-ci, je crois. Donc vous avez tout. On avait toutes les. Non, alors ça c'est une copie. Ah, d'accord. C'est une copie, mais interprétée. Elle n'est pas tout à fait pareille. Mais on peut juste écouter. Oui, volontiers. Quelques sons, tout de suite, ça nous apporte dans une autre période, une autre époque. C'est un son un peu de harpe, parce que quand on voit la mécanique, qu'on appelle des sautereaux qui viennent gratter les cordes, c'est des pincements. Donc c'est le même principe effectivement qu'une harpe. Alors ici on a des sautereaux, donc c'est le système mécanique. Ici on a le corps du sautereau qui est en poirier. La languette qu'on appelle cette pièce ici qui est blanche, et dans la languette il y a un petit plectre qui vient gratter la corde quand j'appuie ici. C'est un système de levier très simple. Le sautereau vient se reposer sur le bout du clavier, et quand on soulève le clavier, ça fait justement le son avec le plectre qui se trouve ici au bout. Alors la particularité par rapport au clavecin, c'est que cette mécanique n'a pas d'étouffoir. Quand le plectre fait son action pour l'impulsion du son, quand le plectre descend, il n'y a pas d'étouffoir pour étouffer le son. Donc ça veut dire que quand on joue, ça fait un effet de harpe. Oui. Il y a tout qui est en... Alors que quand on joue du piano, c'est plutôt... on a des petits oui, alors à chaque fois, il y a des marteaux qui m'ont frappé, c'est un instrument de percussion. Mais ensuite, il y a un étouffoir qui vient arrêter le son. Ce qu'on a aussi sur les clavecins. Ce modèle non, c'est un modèle qui est tout petit, donc qui a moins de dynamique de son, mais quand même, je trouve qu'il a un son assez puissant, quoi. Effectivement. En fait, c'est vraiment des pièces tellement uniques en fait dans ce genre. C'est unique à chaque fois. Et la main d'œuvre, enfin tout le travail de précision que vous faites entre travailler le bois, l'accordage, cette pièce qui est découpée avec, donc c'est extrêmement fin, c'est ça. Donc il faut vraiment beaucoup de précision, de minutie dans le découpage. Alors ici, on doit tracer, il faut imaginer qu'on a tracé le clavier. J'ai fait ces collages avec ces plaquages d'ébène. Donc il faut imaginer toutes ces pièces qui sont collées comme ceci et comme cela. Sur un morceau de planche collées les unes contre les autres. Une fois qu'on a collé, bon, il faut déjà tracer le clavier sur la planche. Puis une fois qu'on a tracé, on colle ces plaquages là où on doit jouer. Et puis ensuite on a fait la découpe de chaque note. Alors ici c'est en paquet, parce que maintenant ce que j'arrive à faire c'est de les partager. Donc voilà, c'est un travail
qu'il faut faire pour arriver chaque fois à une touche unique, comme ici, quoi. Oui. Donc c'est pas si simple. Ça prend combien de temps pour faire le clavecin de A à Z, ça? Alors tout dépend des modèles. On a des modèles, c'est 6 mois de travail, d'autres ça peut être 1 année et demie. Puis ça dépend aussi de la décoration qui vient se mettre Bien dessus. sûr, ouais. Voilà. La dorure, c'est quelque chose qui se fait encore? Oui, oui, bien sûr. Alors la dorure à l'œuf, donc au blanc d'œuf, ou bien à la mixture. La dorure blanc d'œuf, Oui. C'est une recette que je connais pas. On fait d'abord un gesso, c'est un plâtre italien. C'est pour vraiment finer le bois. Finer, ça veut dire qu'on ne voit plus du tout les veines. Ça recouvre le bois. Ça fait une surface très très plane. Vraiment poli, poncé d'une manière très fine. Et là-dessus, on appelle, donc ça s'appelle l'assiette aussi, je pense que vous avez entendu parler de ça. Et si on doit faire des liserés ou bien des petits fils d'or, on doit en fait mettre comme colle du blanc d'œuf. D'accord. Voilà, donc en fait, c'est la matière qui va tenir en fait oui. la dorure. On apprend plein de choses. Oui. Je dois libérer les touches entre elles et ça se fait avec cette petite scie à la main. Voilà, pour lui. C'est plusieurs lois et des lois différentes de mathématiques. Il y a la décoration, il y a l'ébénisterie, il y a l'histoire de la musique, il y a la musicologie, il y a l'organologie. C'est énorme, c'est vraiment... Combien d'années d'apprentissage, de formation il faut Une faire? vie. J'aime beaucoup cette réponse, c'est vrai. C'est une vie de travail. C'est bien ça. Bon voilà. Je vais m'arrêter là. Ça vous arrive souvent de partir à l'étranger, Oui. En Italie ou je sais pas. Dernièrement, je suis allé en Allemagne, j'étais à Nuremberg parce qu'il y a un magnifique instrument, c'est un virginal qu'on appelle la mère et l'enfant. Donc c'est 2 instruments, un grand instrument rectangulaire et puis à l'intérieur on sort un petit enfant du corps de la maman et on le met dessus, on peut en jouer avec le clavier du bas, les 2 instruments. C'est incroyable. Donc quand même. séparément un des 2. On peut rester au musée 2-3 jours pour faire l'étude. Donc il faut être accrédité parce que voilà, on ne descend pas des instruments qui coûtent beaucoup d'argent. Donc cet instrument particulier, ils l'ont sorti de la salle de présentation, exposition, ils l'ont mis à la salle d'entretien, de restauration pour que je puisse juste voir l'instrument, le démonter, le comprendre, regarder. Voilà. Excellent. Ouais. Est-ce qu'en Suisse, il y a d'autres ateliers de Oui. clavecin? Oui, on a une dizaine à peu près ici en Suisse. D'accord, parce que c'est quand même rare. Oui, c'est assez rare. Vous faites partie du patrimoine culturel. Voilà, si on peut dire ça, oui. On n'est pas beaucoup. En Suisse, est-ce que c'est un instrument qui a été assez répandu il y a quelques siècles? Non, oui, il y a eu des familles, oui, il y a eu des familles aisées, en fait. aisées qui ont eu des instruments, mais c'est assez rare en Suisse. Ça a été surtout la France, la Hollande, l'Italie, l'Allemagne, les grands pays, les grandes nations de musique en fait. En tout cas, merci infiniment pour cette visite. On a fait un petit voyage de quelques siècles. Voilà. C'était très très sympathique, on a fait beaucoup de choses. J'ai du plaisir pour vous aussi. Donc on vous souhaite beaucoup de succès et puis voilà, qui sait, dans les prochains fois, on reviendra ici avec d'autres personnes. Oui, volontiers. D'accord. Excellente journée et puis merci, à bientôt. Merci, au revoir. Merci.
Et voilà, notre petite balade se termine là. J'espère que vous avez apprécié l'excursion et que cette visite vous a ouvert une porte sur le monde étonnant des clavecins et de la musique baroque. Je vous souhaite un magnifique week-end tout en musique et en beauté. Passez une excellente journée et à tout bientôt. Ciao!